On commence avec une liste Dark Angel dans le détachement Wrath of the Rock. Cela faisait longtemps que cette faction n'était pas apparue dans une top list et j'espère que vous apprécierez. Allez, regardons la liste. Dans les personnages, on commence avec Azrael, puis Lionel Johnson en tant que seigneur de guerre. On rajoute un Terminator ancien équipé de l'optimisation Deathwing Assault. On rajoute un Capitaine Gravis avec l'optimisation Ancient Weapons. Et pour finir, un lieutenant en armes combinées. Du côté des transports dédiés, nous aurons tout simplement un impulsor. Pour le reste, une unité de 5 incursors, de 5 scouts, de 5 chevaliers des swings, de 5 désolations, une petite unité de 3 inceptors équipés des plasmas, un bloc de 6 compagnons du cercle intérieur, ainsi que 2 gladiateurs lanceurs. Le plan est de projeter un paquet d'élites dans le No Man's Land pour créer un point de pression impossible à ignorer, pendant que le bloc de tir, c'est-à-dire les lanceurs et les squads désolation, impose des échanges défavorables à distance et empêche l'adversaire de jouer gratuitement entre guillemets. Lionel Johnson est la pièce centrale de la liste. Il sert de marteau de mêlée car sa seule présence oriente les placements adverses et force des écrans précoces. Les chevaliers des swings accompagnés de leur ancien sous optimisation, des swing assaut, constituent une menace d'insertion. C'est un paquet compact, très résilient, taillé pour prendre pied au cœur du No Man's Land et retenir une pièce lourde adverse. L'optimisation des swing assaut calibre la fenêtre d'engagement via la frappe en profondeur, autorisant une prise de position offensive si l'ennemi sous-estime la densité défensive du bloc. Leur fonction est binaire, c'est-à-dire ancrer une position, encaisser et bloquer, ou alors d'enfoncer la ligne, c'est-à-dire suivre le lion pour nettoyer une poche de résistance. Les compagnons du cercle intérieur, accompagnés d'Azrael, jouent le rôle de garde rapprochés. Leur profil de mêlée sert à protéger le lion contre les attaques potentielles, tout en pouvant sécuriser le périmètre après la percée initiale. En milieu de partie, ce sont d'excellents convertisseurs d'objectifs. Ils tiennent ce que le lion ouvre. Les lanceurs apportent une pression anti-char longue portée et fiable. Ils forcent les châssis ennemis à jouer en retrait et punissent toute exposition. Les désolations complètent par une saturation polyvalente, coupant les soutiens et nettoyant la périphérie pour libérer les lignes de char. Les incursors, les scouts, l'impulsor sont des unités, pourrait-on dire, logistiques par rapport aux objectifs ou tout simplement pour créer des écrans. Les incursors permettent un déploiement avancé via leur mouvement d'éclaireur, permettant de prendre l'espace. Les scouts créent un écran pour une prise secondaire des objectifs à bas coût et l'impulsor agit comme un taxi pour repositionner le bloc de compagnons du cercle intérieur. Le lieutenant en armes combinées est un excellent protecteur pour le lion, lui offrant l'agent solitaire en tant qu'unité Adeptus Astartes Infanterie, tout en validant les objectifs secondaires qui pourraient s'y rapprocher. Dans une autre version, cette fois-ci plus offensive, il reste aussi le capitaine Gravis pour pouvoir tenir ce rôle. Tout ceci fait que cette liste est taillé pour ouvrir une poche de résistance dans le No Man's Land, avec un duo lion et lieutenant armes combinées, ou capitaine Gravis, ou chevalier des swings, bref, vous avez le choix car tout ceci restera dans tous les cas soutenu par une ligne arrière possédant une bonne puissance de feu. Les châssis gladiators forcent les échanges à distance, les vétérans comme les chevaliers des swings convertissent les brèches, et les unités utilitaires garantissent le scoring. Si vous réussissez à bien exploiter la fenêtre d'insertion des chevaliers des swings, la partie peut se verrouiller rapidement autour d'une zone gagnée et très coûteuse à reprendre pour votre adversaire. Du côté des forces, nous avons évidemment de l'anti-char longue portée qui est plutôt solide pour contrôler les châssis adverses. Une arrière-ligne polyvalente via les désolations permettant de nettoyer les différents écrans adverses et pouvant appuyer votre armée lorsque vous déciderez de percer la ligne de front. Vous avez un outillage d'objectifs qui sécurise le scoring sans diluer les points clés dans la liste. On pense notamment aux incursors, aux scouts et à l'impulsor une fois qu'il est vide. Et enfin, vous avez une cohérence des rôles car chaque unité, chaque pièce, chaque ressource dans cette liste a une fonction très claire. La séquence de tours est très lisible et réplicable à l'infini. Mais attention, car du côté des faiblesses, vous avez une faible densité d'infanterie. Tenir plusieurs objectifs dispersés peut devenir très coûteux, particulièrement sur le scénario Hidden Supply. Vous avez aussi une dépendance à la fenêtre d'insertion des chevaliers des swings. Si vous ratez votre fenêtre, alors vous allez perdre forcément l'initiative sur la partie. Il y a aussi une sensibilité
unités au tir lourd concentré. Si les Gladiator Lancers tombent trop tôt, la pression à distance s'effondre complètement. Et enfin, une gestion des écrans adverses est cruciale, car la percée du lion sera inefficiente si les cordons ne sont pas nettoyés rapidement. Ce sera une liste chevaliers impériaux encore dans leur format index. J'ai choisi ce top 4 particulièrement pour mettre en valeur la 4e et première place. Donc je n'épiloguerai pas plus sur une liste n'utilisant pas les mises à jour du codex. Donc soyez un peu patients, si vous voulez voir des chevaliers impériaux dans leur codex, cela arrivera bientôt. Du coup, passons directement au top 2. Ce sera une liste Aeldari dans le détachement Aspect Host. Dans les personnages, nous retrouvons Moganra, Janzar, Kuegan en tant que seigneur de guerre et Lycis. Côté unité de ligne, nous aurons tout simplement une unité de 5 corsaires Void River, en transport dédié, un serpent, et pour le reste, 2 unités de 5 rangers, une seule de 5 scorpions, 2 unités de 5 banshee, une seule de dark reaper, 3 unités de 5 araignées spectrales. En petite précision, il n'y a qu'une seule escouade équipée de la Powerblade Array, c'est en général celle qui sera accompagnée de Lycis. À cela on rajoute 3 unités de 5 Swooping Hawk, un grand bloc de 10 dragons de feu, et bien sûr, qui dit Moganra, dit son Falcon. La liste est construite autour de la complémentarité des 4 seigneurs phénix accompagnés de leur noyau d'unités de guerriers aspect. Le quatuor de seigneurs phénix structure le plan de jeu. Kuegan et ses dragons de feu servent de pièces d'exécution capables de détruire n'importe quel char ou monstre. Moganra avec ses Dark Reapers contrôle les échanges à distance. Sa létalité contre les cibles à 2 points de vie lui offrant une pertinence majeure dans le méta actuel. Janzar accompagné de ses Banshees verrouille la mêlée en empêchant les ripostes et en neutralisant les unités d'impact adverse. Quant à Lycis et ses araignées spectrales, elle complète l'ensemble par sa capacité à renforcer la létalité des escouades environnantes. Les corsaires Void River et les Rangers assurent le rôle utilitaire, tenir les objectifs, valider le secondaire et harceler les unités de scoring adverses. Évidemment, si nous avons les seigneurs phénix, nous avons forcément une colonne vertébrale offensive qui repose entièrement sur les guerriers aspect. Les Banshees et les Scorpions servent de pièces de mêlée, mettant la pression sur l'infanterie ou percutant les lignes ennemies. Les Dark Reaper, apportant un appui au tir constant, fiable contre les cibles à forte endurance. Les araignées spectrales introduisent une mobilité asymétrique, permettant de menacer les flancs, scorer rapidement et tendre des pièges. Quant au Swooping Hawk, il contrôle la périphérie et sature en tir léger, accentuant la dispersion de l'adversaire par sa capacité à générer quelques blessures mortelles. La pièce la plus redoutable reste l'escouade de 10 dragons de feu. Embarquée dans le Wave Serpent, elle constitue un marteau de destruction capable de supprimer un pan entier du dispositif adverse. Cette mécanique projette une pression énorme. L'adversaire doit constamment anticiper la sortie de cette unité, sous peine de perdre une cible clé. Le Wave Serpent, grâce à son mouvement et la possibilité de Star Engine, agit comme une plateforme de projection. Il sécurise la mise en place des dragons de feu et prolonge leur menace grâce au stratagème Sanctuary Skyborn. Le Falcon, de son côté, offre une alternative plus récurrente. Tant que les dragons de feu n'entrent pas en action, ce sera Moganra et ses Dark Reapers qui abuseront du même stratagème pour harceler et maintenir la pression sur l'adversaire. Cette armée se distingue par sa mobilité, sa diversité de menaces, car chaque unité a un rôle clair et précis, ce qui rend la liste très cohérente. Elle excelle dans le harcèlement, la prise d'objectif et des frappes chirurgicales. En revanche, sa fragilité structurelle et son absence de redondance lourde signifient qu'une perte prématurée des unités peut rapidement déstabiliser le plan de jeu. Du côté des forces, nous avons évidemment une synergie puissante entre les 4 seigneurs phénix. Les dragons de feu sont capables de supprimer toute cible prioritaire. Vous possédez une mobilité exceptionnelle et encore plus via les araignées spectrales, les Swooping Hawk et les unités embarquées, ainsi qu'une capacité à scorer tout en harcelant constamment l'adversaire. Côté faiblesse, il y a tout de même une faible densité de véhicules lourds. Vous avez peu de châssis robustes. En dehors des transports, il ne reste plus grand chose. Vous avez aussi une dépendance accrue aux dragons de feu pour gérer certaines cibles clés, notamment dans les matchs contre les chevaliers impériaux ou du chaos. Vous avez aussi une fragilité naturelle des escouades d'aspect. Vous restez néanmoins des Eldar avec une endurance 3 et un seul point de vie. Et bien entendu, le tout repose fortement sur la précision de vos placements. Vous avez ici affaire à une faction dans tous les cas qui n'est absolument pas permissive sur les erreurs de positionnement. Donc faites très attention à cela. Nous finirons ce top 4 avec une liste Adeptus Mechanicus dans le détachement Holoscreed Battleclad. C'est bon,
ça fait 2 ans et demi que vous attendez ça, et vu les résultats de cette liste, on peut confirmer que l'Adeptus Mechanicus arrive enfin dans le top de la méta. Allez, regardons la liste. On commence avec dans les personnages, et ce sera très simple car il n'y en a que 2, Belisarius Cawl en tant que seigneur de guerre, ainsi qu'un Tech Priest Manipulus avec l'optimisation Sanctified Ordnance. Du côté des unités de ligne, nous aurons 2 unités de 10 Kitari Ranger. Pour le reste, un bloc de 10 Corpus Carry Electropriest, une petite unité de 5 Pteraxis Skystalker, une petite unité de 5 Sicarian Infiltrator et un autre grand bloc de 10, 3 unités de 10 Sicarian Ruststalker, une unité de 3 Iron Strider Ballistari, tous équipés du canon laser, 2 Scorpius Désintégrator équipés de la Ferrumite, et enfin 2 Scorpius Dune Rider. Cette liste Adeptus Mechanicus repose sur la puissance de Belisarius Cawl et sa nouvelle relance, transformant des unités déjà efficaces en véritables marteaux létaux. Le détachement Lostcrit Battleclad accentue encore cette dynamique en améliorant la létalité des troupes de choc comme les Ruststalkers et les Corpus Carry. Le rôle central de Cawl est évident. Sa capacité à fiabiliser les jets de touche rend la quasi-totalité de l'armée beaucoup plus constante. La protection et le positionnement de Cawl deviennent donc une priorité absolue. Les Ruststalkers représente l'ossature offensive. 3 blocs de 10 figurines offrent une masse de menaces de corps à corps capable de balayer aussi bien l'infanterie légère que d'élite. Grâce aux améliorations du détachement, il constitue un outil de dissuasion permanent dans le No Man's Land et oblige l'adversaire à disperser ses ressources ou d'avoir des cordons pour éviter une percée brutale. Les Corpus Carry Electropriest, sous l'effet des relances de Cawl et du Manipulus, leur offrent une saturation capable de détruire des unités résistantes grâce à la génération du volume de blessures. Surtout avec le stratagème Targeting Override, ouvrant la génération de touches critiques 5+, sur des armes de tir et de mêlée qui sont déjà de base en touche soutenue 2 et en touche fatale grâce au Manipulus. Tout ceci permet de transformer une unité d'apparence secondaire en une véritable menace, aussi bien au tir qu'en combat. Les infiltrateurs et les Pteraxis Skystalker remplissent des rôles de projection et de harcèlement. Les petites unités perturbent l'adversaire, menacent les objectifs et exploitent leur mobilité pour occuper le terrain. Tandis que l'unité élargie d'infiltrateurs peut servir de pivot ou de diversion selon le contexte. Ne sous-estimez surtout pas leur capacité à Battle Shock avec un malus de -2, car cette mécanique permet aux 3 blocs de Ruststalker d'agir selon leur volonté, en empêchant toute interaction défensive ou offensive de l'adversaire. L'appui de tir est quant à lui assuré par les Iron Strider Ballistari équipés des canons laser, capables de menacer les véhicules lourds et d'ancrer une zone avec une puissance anti-char assez violente. Les Scorpius Désintégrateur ajoute une seconde menace lourde très fiable en profitant contre les monstres et les véhicules d'un bonus de +1 pour toucher qui se combine parfaitement avec votre Imperative Conqueror, améliorant de +1 votre capacité de tir, permettant à ces unités de toucher sur 2+. Enfin, les Dune Rider apportent une mobilité supplémentaire, permettant d'avancer rapidement des unités fragiles comme les Corpus Carry, notamment grâce au stratagème Aggressive Impulse, tout en contribuant avec un tir de saturation modeste. Cette liste au final incarne une approche de saturation polyvalente, portée par la fiabilisation massive de Belisarius Cawl. Les Ruststalkers et les Corpus Carry constituent le fer de lance, tandis que les véhicules et les Iron Strider Ballistari ancrent la puissance de tir. La liste combine mobilité, saturation et résilience relative, surtout grâce au volume de menaces déployées. Sa principale faiblesse reste la dépendance à Cawl. S'il est éliminé trop tôt, l'ensemble perd une partie significative de sa cohérence et de sa létalité. Du côté des forces, évidemment, Cawl offre une fiabilité de touche à l'armée, est excessivement importante et donc il faudra absolument correctement le positionner et le protéger. Vous avez 3 gros blocs de Ruststalker qui sont capables de saturer le No Man's Land. Les Corpus Carry, qui sont explosifs lorsqu'ils sont améliorés, sont excellents particulièrement contre des Space Marine-like, ainsi que la masse via leur saturation. Et enfin, vous avez une forte diversité de menaces, que ce soit du tir lourd, de la saturation via les attaques et surtout une excellente phase de mêlée. Côté faiblesse, vu que Cawl est très important, évidemment vous avez une dépendance à la survie de celui-ci. Donc vraiment j'insiste, protégez-le. Il y a aussi une saturation parfois trop orientée anti-infanterie. Si vous affrontez des listes qui en comportent trop peu, évidemment cela va affaiblir l'importance des Ruststalkers dans la liste. Vous avez aussi un faible nombre d'unités de ligne, donc attention à leur positionnement et surtout au tir indirect. Et pour finir, vous avez peu d'outils défensifs contre la létalité à longue portée, ou si jamais vos Ruststalkers rebondissent, aux contre-attaques adverses.
Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bons d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et à organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. Ce sera une liste Adeptas Sororitas dans le détachement Hallowed Martyr. Dans les personnages, on commence avec Junit Eruita, Morvenval en tant que seigneur de guerre, une chanoinesse avec l'optimisation Saintly Example, une autre chanoinesse mais cette fois-ci en réacteur dorsaux, avec l'optimisation Through Suffering Strange. Oui, je me suis pas amélioré pour prononcer cette optimisation, donc vous ferez avec. On rajoute une hospitalière ainsi qu'une palatine. Du côté des transports dédiés, nous aurons 2 immolators. Et pour le reste, une unité de 10 sœurs novices, une unité de 10 célestianes sacro-saintes, une petite unité de 3 arcoflagellants, une unité de 5 dominions entièrement équipés de lance-flammes, une unité de 5 rétributeurs entièrement équipés de multifuseurs, une unité de 5 séraphimes avec les petits lance-flammes, une unité de 5 zéphyrim, 2 castigators, un mortifière et enfin une unité de 3 parangons warsuit. Cette armée Adeptas Sororitas en Hallowed Martyr illustre une approche équilibrée combinant résilience, projection et menaces multicouches. Elle repose sur l'interaction entre ses personnages majeurs, un noyau de soutien spécialisé et une mécanique de sacrifice transformant chaque perte en ressources stratégiques. Évidemment, Morvenval reste une pièce maîtresse. Elle est à la fois résiliente et létale, elle concentre la pression et stabilise le No Man's Land, tout en apportant des relances et du tir anti-char à son unité. Les autres personnages fournissent une véritable boîte à outils. La chanoinesse équipée de Saintly Example sécurise la gestion des dés de miracle, en abusant de la mécanique de sacrifice du détachement avec le stratagème et divine intervention. Sa version en réacteur, dotée de l'optimisation Through Suffering Strange, agit comme une menace de contre-attaque. La palatine ajoute une couche de létalité et l'hospitalière assure la survie des sacro-saints. Le rôle offensif repose sur des petites unités spécialisées. Les rétributeurs armés de multifuseurs constituent un outil direct et efficace contre les véhicules lourds. Les dominions embarqués en immolator profitent de leur mouvement d'éclaireur pour créer une pression rapide, menaçant une zone dès le début de la partie. Les séraphimes, équipés de lance-flammes légers, fournissent une saturation mobile et une capacité de harcèlement, tandis que les zéphyrim apportent une menace de corps à corps capable de percer une ligne, particulièrement lorsqu'elles sont accompagnées par la chanoinesse en réacteur. Les sœurs novices et les célestianes sacro-saintes jouent le rôle d'unité fonctionnelle. Peu coûteuses, elles occupent la table, protègent les pièces maîtresses et servent de tampon. Elles permettent aussi d'activer de façon fiable la mécanique du détachement, sans sacrifier les unités les plus importantes. Les arcoflagellants constituent une unité purement utilitaire. Leur rôle est tout simplement de gêner, d'occuper l'espace et de forcer l'adversaire à réagir de manière disproportionnée pour un investissement minime. La couche véhiculaire, si je peux m'exprimer ainsi, est assurée par les castigators et les immolators. Les immolators sont à la fois un taxi permettant de projeter une unité de manière agressive, que ce soit les dominions et les rétributeurs, mais aussi de plateformes de tir de courte portée capables de menacer les blindés puisqu'ils sont équipés de multifuseurs jumelés. Les castigators tiennent à l'arrière avec une saturation longue portée régulière. Et enfin, les parangons warsuit forment un bloc hybride, menaçant à la fois au tir et en mêlée, tandis que le mortifière ajoute une pièce autonome capable d'occuper le flanc faible adverse sans aucun souci. Si on y réfléchit bien, cette armée repose donc sur une logique du détachement Hallowed Martyr. Tenir le No Man's Land grâce à des personnages solides, user la mécanique sacrificielle pour absorber la pression, puis punir les erreurs adverses par des contre-attaques ciblées. La liste encaisse, se projette et transforme chaque perte en une opportunité, rendant le tempo adverse difficile à maintenir face à une armée conçue pour durer et contre-attaquer.
Côté des forces, nous avons un noyau de personnages solides. Orvenval, les chanoinesses comme piliers principaux. Une polyvalence de menaces, que ce soit du tir longue portée, courte portée, ainsi qu'une bonne phase de mêlée. Un accès fiable au dé de miracle via notamment la mécanique des martyrs, ainsi qu'une capacité à occuper durablement le No Man's Land avec vos différentes unités. Côté faiblesse, vous avez tout de même peu d'unités réellement massives pour encaisser une frappe lourde, en dehors du bloc de Sacro-Sainte. En dehors des Castigators, vous n'avez pas beaucoup de saturation longue portée, donc soyez précautionneux en utilisant ce genre de ressources, car si elles sont détruites beaucoup trop tôt, alors votre adversaire pourra développer son jeu à cœur joie sans avoir cette pression durant la phase de tir. Le plan de jeu est ralenti, notamment si les immolators tombent trop vite. Cela va ralentir évidemment les unités qui étaient transportées, mais cela vous coupe aussi d'une source de dégâts à courte portée, notamment contre les véhicules. Et enfin, vous avez une vulnérabilité face aux armées capables d'ignorer la mécanique de sacrifice. Et enfin, vous avez une certaine vulnérabilité face aux armées capables d'ignorer la mécanique de sacrifice en détruisant vos personnages en phase de tir et en phase de combat, ou tout simplement avec une aura de Vect. Nous aurons une liste World Eater dans le détachement Berserker Warband. Les personnages, on commence avec un prince démon de corne en tant que seigneur de guerre, avec l'optimisation Berserker Glaive. À cela, on ajoute un seigneur sur Juggernaut qui lui aura l'optimisation favori de corne. Du côté des unités de ligne, nous aurons un grand bloc de 20 Berserkers de corne. Pour le reste, 2 unités de 3 octoliers, 2 unités de 3 octoliers exaltés, une unité de 8 Gormonger, une autre de 10 Jackal, 3 unités de 2 rejetons du chaos et 2 Ferrocentaurus. Cette liste World Eater opte pour une approche hybride, mélangeant la pression massive d'un bloc unique de Berserker avec des menaces plus mobiles et diversifiées. Le Prince Démon est une pièce offensive et résistante, offrant une puissance de frappe brutale et un ancrage dans le No Man's Land. Le Seigneur sur Juggernaut fournit la mobilité nécessaire au grand bloc de Berserker de corne, permettant de soutenir les engagements critiques ou de punir une percée adverse. Le bloc de 20 Berserkers agit comme un véritable rouleau compresseur, avec un volume d'attaque colossal et la capacité d'encaisser par la saturation de figurines dans l'unité avant de frapper. Il force l'adversaire à engager une part disproportionnée de ses ressources pour le contenir. Dans un affrontement prolongé, ce bloc tend à user progressivement tout ce qui se trouve en face. Les octoliers, leur version exaltée, déployés en petites unités de 3, complètent le dispositif en ajoutant de la mobilité et de la projection. Ils permettent de menacer plusieurs angles simultanément, de contourner les lignes adverses et de frapper des cibles clés. Leur présence rend chaque tour dangereux pour l'adversaire qui ne peut pas se concentrer uniquement sur le bloc principal. Les rejetons du chaos remplissent une fonction de couverture et de harcèlement. Peu coûteux et rapide, ils tiennent des zones, bloquent des lignes de charge et absorbent les tirs. Ils constituent un tampon essentiel dans une liste où chaque ressource offensive compte vraiment. Les Ferrocentaurus apportent une couche de tir à distance équipée des canons ectoplasma. Ils permettent de grignoter des cibles lourdes avant la mêlée ou de détruire les unités d'élite, tout en obligeant l'adversaire à tenir compte de cet appui-feu crédible. Enfin, les Gormonger et les Jackal assurent la logistique et le contrôle du terrain. Les unités utilitaires contestent des objectifs, protègent les flancs et fournissent des troupes de sacrifice. Leur rôle est crucial pour que les pièces majeures puissent se concentrer sur la destruction. Cette armée, globalement, repose sur la force écrasante d'un bloc massif de berserkers, soutenu par un prince démon, ainsi que des octoliers et leur version exaltée. Les rejetons du chaos et les unités utilitaires, Jackal et Gormonger, permettent de tenir le terrain et de multiplier les angles de pression, tandis que les Ferrocentaurus ajoutent une dimension de tir de soutien de plus en plus répandue dans les listes World Eater. L'ensemble produit une liste agressive et résiliente, capable d'imposer un affrontement direct dans le No Man's Land, tout en gardant la flexibilité nécessaire pour jouer les objectifs et maintenir une pression constante jusqu'en fin de partie. Côté des forces, évidemment, vous avez ce bloc unique de 20 berserkers qui est extrêmement puissant en mêlée et particulièrement dans ce détachement, pouvant menacer votre adversaire d'un mouvement de surge de 8 pouces. Vous avez une double menace mobile via les octoliers et leur version exaltée. Les Ferrocentaurus diversifiant la menace avec une phase de tir crédible. Et enfin, les rejetons du chaos et vos différentes unités utilitaires pouvant absorber la pression. Côté faiblesse, vous avez une forte dépendance au bloc de berserker, qui est la cible prioritaire de votre adversaire.
adversaire. Vous avez une résilience limitée évidemment sur vos unités utilitaires, donc faites assez attention, car sinon vous serez obligé d'utiliser vos ressources principales pour pouvoir valider les objectifs. Vous avez aussi une vulnérabilité face à la saturation au tir de longue portée, donc il faudra utiliser les différentes ruines sur le champ de bataille pour que vos unités puissent se mouvoir. Et enfin, vous avez un risque d'attrition si les Ferocentaurus tombent trop vite, car c'est à peu près votre seule unité pouvant s'exprimer durant la phase de tir. S'ils viennent à tomber trop tôt, cela réduira fortement la pression exercée sur votre adversaire. Nous finirons avec une liste démons du chaos dans le détachement incursion démoniaque. Dans les personnages, nous commençons avec Be'lakor en tant que seigneur de guerre. On rajoute un buveur de sang avec l'optimisation Argas, The King of Blade. On rajoute un grand immonde avec l'optimisation du don sans fin, ainsi qu'un duc du changement avec le sceptre éternel. Restons dans les démons majeurs en rajoutant Rotigus et Skarbrand. On finit dans les personnages avec le Sloppity Bile Piper. Et pour finir avec la liste dans les unités de ligne, ce sera très simple, une seule unité de 10 plaques bearers. Et c'est tout. Cette armée, dans le détachement incursion démoniaque, repose sur une philosophie très polarisée, concentrer presque tout l'investissement des ressources dans des démons majeurs afin de submerger l'adversaire par une densité inhabituelle de menaces imposantes. Avec 6 grands démons et un soutien mineur, la liste ne cherche pas à saturer la table par le nombre, mais à imposer une présence implacable où chaque figurine est une menace prioritaire. Le rôle de Be'lakor est assez central. Il impose des contraintes à l'adversaire dès le déploiement. Par sa simple présence, il oblige les armées de tir à disperser ou de rediriger des ressources sous peine de ne rien pouvoir cibler en phase de tir. Le buveur de sang a pour fonction d'éliminer les cibles lourdes et résistantes grâce à des attaques puissantes, ne laissant que peu de place à l'échange favorable pour l'adversaire. La combinaison du grand immonde et de Rotigus représente la ligne de front. Le premier, équipé du don sans fin, est une véritable forteresse ambulante, extrêmement difficile à abattre et parfait pour verrouiller une portion du No Man's Land. Rotigus ajoute une perturbation dans le contrôle des objectifs, tout en apportant un gain de létalité sur les armes des démons de Nurgle. Ensemble, ils forment un mur de chair capable d'absorber une grande partie de la puissance adverse, tout en maintenant une pression continue. Le duc du changement, renforcé par le sceptre éternel, ajoute une phase de tir à cette liste. Dans une liste très axée sur le combat et la mêlée, cette pièce introduit une diversification essentielle, permettant de harceler ou d'achever des cibles sans devoir s'exposer au contact. Il assure aussi que la liste ne soit pas totalement dépendante du corps à corps pour générer de la valeur. Ensuite, nous avons Skarbrand, qui est une autre pièce de mêlée extrême. Pour lui, son rôle est d'agir comme catalyseur d'engagement. S'il rentre en jeu au bon moment, il transforme un échange en barre de sang quasi assuré, ce qui punit fortement les armées cherchant à tenir les objectifs de manière statique. Enfin, le Sloppity Bile Piper représente le chaînon utilitaire, bien que secondaire comparé aux titans qui l'entourent. Il est essentiel pour fiabiliser les plaques bearers en optimisant leur projection. Ces derniers constituent la seule unité de ligne de la liste. Ils agissent comme un petit écran, une unité fonctionnelle mais sacrifiable, destinée à tenir ou contester un objectif primaire, sans détourner l'investissement principal des grandes figurines démoniaques. Cette armée est construite pour imposer sa présence par une saturation de menaces lourdes, chaque grand démon forçant l'adversaire à répondre sous différents styles de pression. Sa force réside dans la redondance de ses colosses, mais son talon d'Achille reste la faible densité d'unités qui complique la gestion des objectifs multiples et rend chaque perte décisive. Du côté des forces, nous avons évidemment une multiplication de grandes menaces qui sont très difficiles à gérer simultanément. Le duo de Nurgle, c'est-à-dire le Grand Immonde et Rotigus, offre une ancre défensive presque indélogeable, une puissance de rupture via le buveur de sang et Skarbrand pour la phase de combat, et vous avez une diversification grâce justement au Duc du Changement et ses différentes options de tir. Du côté des faiblesses, vous avez un faible nombre d'unités limitant le jeu des missions secondaires. Lorsque vous aurez des actions à faire, cela ira régulièrement pour vos plaques bearers. Vous avez une dépendance forte à la survie de chaque grand démon. Si vous les perdez trop rapidement, forcément vous perdez toute la pression et le rythme que vous imposez à votre adversaire. Il y a aussi une vulnérabilité face aux armes anti-monstres et anti-démons. Comme je le disais précédemment, si vous les perdez beaucoup trop vite, alors cela pourrait poser problème. Et enfin, vous avez un écran quasi inexistant pour protéger les pièces maîtresses de votre liste.